Bonjour tout le monde et heureux d'être là parmi vous pour mener cette lutte pour la dignité humaine et celle du corps de la femme en l'occurrence parce qu'on parle de la GPA et on ne peut parler de la GPA ou même de la PMA parce qu'il y a un lien relativement étroit entre les deux sans faire une anthropologie du corps humain et du rapport que l'on entretient à ce dernier. Alors on n'est pas là pour faire un cours d'histoire sur l'anthropologie du corps, le temps qui m'est imparti ne le permet pas, mais on va prendre énormément de raccourcis pour en venir au fait. C'est que l'avènement de la modernité occidentale a provoqué une rupture profonde dans le rapport qu'entretient le sujet, c'est-à-dire le moi conscient, au corps. C'est que dans beaucoup de traditions, effectivement, le corps est un véhicule et un réceptacle de l'âme ou de l'esprit. Ce qui établit une hiérarchie de fait, avec une supériorité de l'âme par rapport au corps. Donc je m'étais arrêté au fait que dans les sociétés traditionnelles, il y avait une hiérarchie entre l'âme et le corps, avec une préférence pour l'âme, naturellement, mais le corps possédait une sacralité. D'où le fait qu'on l'enterrait pour le rendre à la terre ou qu'on l'incinérait pour le rendre au ciel. Et donc il y avait un rapport de sacralité au corps, autant celui de la femme que celui de l'homme. Et dans le paléolithique, c'est-à-dire avant la sédentarisation de l'homme, le corps de la femme jouissait d'une sacralité très particulière. Parce que l'enfantement, le fait de porter la vie et de la donner, était vu comme un pouvoir magique que possède la femme. Et on peut le retrouver à travers toute une mythologie et un ensemble de symboles et même d'artefacts, de statuettes, où on hypertrophie les attributs féminins pour montrer cet élément magique qu'est celui de donner la vie. Et donc donner la vie était un acte magique et un acte sacré. Or, pour faire vite, la modernité a provoqué trois grandes ruptures dans ce rapport sacré au corps, de l'homme autant que de la femme. La première rupture, c'est ce qu'on qualifie de dualisme cartésien, même s'il remonte jusqu'au platonisme en réalité, où on récupère la division opérée entre l'âme et le corps dans les systèmes religieux, mais le corps perd sa sacralité pour devenir une simple machine, comme chez Descartes. À tel point que pour Descartes, les animaux ayant un corps qui est une machine mais n'ayant pas d'âme, en fait les animaux ne souffrent pas. Quand on les torture, ils crient par réflexe et par mécanisme. Donc cette rupture, cette désacralisation du corps opérée par l'avènement de la modernité va ouvrir des brèches pour d'autres ruptures beaucoup plus profondes dans la chosification et la réification du corps humain et en particulier du corps de la femme. C'est que la deuxième étape, on va l'appeler le réductionnisme biologique. En fait, l'âme est évacuée, l'esprit, à la limite, on garde le mot, mais il est redéfini autrement. L'esprit devient une forme hautement organisée de la matière, ça devient des réactions électrochimiques dans le cerveau, mais c'est du corps. L'esprit, finalement, c'est du corps. Et le corps n'est que biologique. Donc tout est question d'hormones, tout est question de molécules, tout est question de réactions chimiques, et donc tout est réduit à la dimension du corps. Et donc c'est une autre manière d'aggraver la désacralisation du corps dans celui de la femme. Et donc la femme devient tout simplement un réceptacle organique. On parle même de gestation, alors que dans l'imaginaire des gens, quand on dit gestation, ça renvoie, je suis désolé, mais à la vache. Donc on insémine une vache, elle est en gestation, et puis quand elle met au monde le veau, on lui arrache le veau, c'est un peu de la GPA. Elle est pratiquée dans le monde animalier bien avant d'être pratiquée à l'échelle humaine. Et donc on a cette deuxième rupture qui est le réductionnisme biologique. La troisième, la dernière que l'on vit actuellement, c'est ce qu'on appelle le métabasisme. C'est-à-dire que pour me définir en tant que sujet, moi femme ou moi homme, je n'ai plus besoin du corps. Le corps ne détermine rien. Tout est construction culturelle, et donc on va instaurer une forme de fluidité où je suis libéré du corps et je peux choisir ce que je veux être. On le trouve dans les théories du genre, c'est-à-dire une femme peut décider, indépendamment du corps, d'être un homme ou un homme d'être une femme. Et pourquoi je parle de cela? Parce que dans le cadre de la GPA, il y a entre guillemets des psychologues et des psychiatres qui nous disent que quand on accuse la GPA de provoquer une violence au niveau psychique pour la mère porteuse, on nous dit mais non, c'est une violence, cette violence-là dont vous parlez, c'est une projection que vous faites. Mais la femme qui va porter le bébé pour un couple stérile ou pour un couple homosexuel ou autre chose, elle peut décider de ne pas être affectée psychiquement par le bébé. C'est-à-dire on est dans un déni intégral du corps en partant de l'idée que la femme qui sert de réceptacle dans un schéma de GPA, elle loue un ventre, comme on dit, mais en occultant le fait qu'on n'est pas enceinte que par le ventre, mais c'est tout le corps de la femme qui est enceinte. C'est les nausées, c'est des changements hormonaux qui s'opèrent, c'est l'immunité qui diminue afin que le corps ne rejette pas le bébé. Donc c'est tout le corps qui est impliqué dans la grossesse, et les sauts d'humeur en raison des changements hormonaux, c'est énormément de choses. Et donc ce déni du corps, c'est le déni
de la douleur de la femme porteuse du bébé à qui le bébé va être arraché. Car si effectivement, avant de recevoir, avant d'entrer dans le schéma de GPA, elle croit qu'elle ne va pas souffrir de l'arrachement qu'elle va subir après, il est évident que tous les déterminismes du corps qu'on a beau évacuer dans le discours vont faire qu'elle va s'attacher au bébé. Parce qu'il ne s'agit pas d'une location d'un jour, on parle de 9 mois à peu près, où le bébé va coexister avec la mère, va être en symbiose avec la mère, où elle va ressentir les premiers mouvements du bébé, où elle va développer une affectivité qui est d'ailleurs programmée même biologiquement pour que ces réactions chimiques qui s'opèrent entre le bébé et la mère finissent par produire des liens affectifs. Deuxième élément qui permet de contredire la thèse du wokisme, enfin tout le métabasisme qui permet de fonder la crédibilité de la GPA, c'est tous les travaux des neuropsychiatres et de certains éthologues, comme Boris Cyrulnik, qui démontrent que la gestation n'est pas un phénomène neutre émotionnellement, même pour le fœtus. Tout à l'heure j'ai parlé de la mère, mais même pour le fœtus. C'est-à-dire qu'une mère porteuse, ou une mère biologique tout court, qui est enceinte, et qui évolue dans un milieu qui est insécure, où il y a une violence symbolique, psychique, physique, etc., et une autre femme enceinte qui évolue dans un milieu sécure, apaisé, où il y a de l'affectivité, et ben, le fœtus va naître soit en étant un grand porteur de sérotonine, soit un petit porteur de sérotonine. C'est-à-dire l'hypersensibilité ou la faible sensibilité du futur adulte qu'est le bébé est déterminée durant la gestation par l'environnement dans lequel évolue la mère. Et donc on ne peut pas dire que c'est une mère porteuse et va nous donner le bébé et puis l'affection qu'on va lui donner en tant que couple stérile va le fonder. Non, il est fondé psychiquement et chimiquement déjà par l'environnement de la mère porteuse. Deuxième élément, ça a été évoqué également par Boris Cyrulnik, au niveau du Tibet, ça a été remarqué, c'est que les femmes qui sont enceintes et qui accouchent au niveau du plateau tibétain, c'est-à-dire au niveau d'altitude inférieure, quand on les compare aux femmes qui ont accouché, qui étaient enceintes dans les altitudes, lorsque les populations montent pour éviter les intempéries, eh ben, l'âge la maturité biologique, c'est-à-dire les menstruations pour les filles qui vont grandir, n'arrivent pas à la même période. C'est-à-dire que les filles qui sont nées au niveau des plateaux arrivent à maturité à l'âge de 12 ans à peu près, l'adolescence comme tout le monde. Tandis que les filles qui ont grandi dans le ventre de leur mère, dans les altitudes et qui naissent au niveau de l'Himalaya, ont leur première menstruation autour de 20 ans. Et là, c'est la même mère, c'est la même population, même groupe ethnique, même code génétique, mais c'est juste le changement de l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer la mer comme juste un lieu de location d'un ventre, mais c'est également un environnement qui va avec. Et puis, dernier élément peut-être, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, dans le schéma de la GPA, il y a une forme d'envahissement et d'accaparation de la vie de la femme porteuse. C'est-à-dire qu'on lui fait signer un contrat, il ne doit pas fumer, il ne doit pas boire, il doit dormir à telle heure, il ne doit pas manger telle chose, etc. Et donc, fondamentalement, c'est une forme de nouveau esclavage, où au lieu d'acheter un esclave, on le loue. C'est-à-dire, en quoi une location d'esclave est-elle moins abjecte que l'achat d'un esclave? Et donc aujourd'hui, quand on parle d'une GPA éthique, il y a beaucoup d'auteurs qui en ont parlé, on peut parler également d'esclavage éthique. Pourquoi pas? Donc réhabilitant l'esclavage, mais il va être éthique, il va être sympa, il va être gentil, etc. Et donc on est dans un schéma de dégénérescence totale, où effectivement on réifie intégralement le corps, on est dans le déni du rôle que joue le corps dans son rapport à la psyché, et où en général, cela s'exprime par des rapports de classe, parce qu'il n'y a aucune femme qui bénévolement, gratuitement, par charité, acceptera de porter un bébé pendant 9 mois pour un autre couple et se voir arracher le bébé au bout de 9 mois. Donc c'est en général, pas en général, mais dans tous les cas, c'est des femmes pauvres qui, dans un schéma de survie, acceptent de supporter toutes les douleurs que j'ai évoquées tout à l'heure uniquement pour avoir de quoi manger, de quoi payer le loyer. Les pays où se pratique le plus la GPA, c'est l'Ukraine, le Nigeria, l'Inde, où il y a des usines à bébés, c'est là où il y a la misère la plus extrême. Et donc on est dans un schéma de prédation. Mais le mal, si vous permettez l'expression un peu religieuse ou métaphysique, avance toujours avec l'étendard du bien. Pour défendre la GPA, on dit toujours que c'est pour les couples stériles, mais ils veulent quand même avoir des enfants. Premièrement, il y a des orphelinats, où il y a beaucoup de bébés qui attendent d'être adoptés. Deuxièmement, on sait très bien que ce n'est pas pour les couples hétérostériles, mais c'est principalement pour les couples homosexuels que certains défendent la GPA, alors qu'on n'a aucun recul historique par rapport à l'impact psychologique d'un enfant qui va grandir avec deux papas ou deux mamans. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis qu'on n'a pas de recul. Et que les enfants ne sont pas un objet d'expérimentation sociologique pour voir qu'est-ce que ça va donner dans 30 ans ou 40 ans. Et pour des femmes célibataires qui voudraient avoir un bébé, là, à la limite, c'est moins grave.
Mais au fait, voilà, il faut inscrire la GPA dans un paradigme beaucoup plus global et ne pas tomber dans le piège de l'émotionnel et de la moraline. On nous montre toujours le cas du pauvre couple stérile qui rêve d'avoir un bébé et qui n'arrive pas à l'avoir et qui va recourir à une femme qui gentiment et bénévolement va accepter de servir de local. Alors c'est pas du tout ça, c'est une symbiose qui va se faire au sein de son corps, même si elle pourrait être dans le déni. Et moi je suis intéressé par voir s'il y a des études de suivi psychologique des femmes porteuses sur la longue durée, pour voir est-ce que le taux de suicide chez ces femmes-là est égal à la moyenne ou est-ce qu'il est supérieur, de voir le taux de dépression nerveuse chez ces femmes-là, le taux de névrose, et là effectivement ça deviendra plus intéressant du point de vue quantitatif. Voilà, je vous remercie.